Bonjour, bienvenue au magazine de la santé. Bonjour Marina. Bonjour. On va parler érythrophobie. Pour commencer cette émission, ça demande des explications. Ou érythrophobie, c'est la peur de rougir. Vous verrez dans le dossier du jour que ça n'est pas rare, que c'est très handicapant et qu'on peut traiter cette phobie sociale. Vous craignez de rougir en public et plus on vous regarde, plus vous vous empourprez. Vous souffrez d'érythrophobie, c'est tout simplement la peur de rougir en public. Ça fait partie des phobies sociales et ça toucherait quand même 10% de la population. Oui, ça survient généralement à l'adolescence, ça touche plus souvent les filles que les garçons. En règle générale, cette érythrophobie s'atténue à l'âge adulte, mais là, ça n'est pas le cas pour 8% environ des personnes. Un stress, une situation inhabituelle ou encore la nécessité de prendre la parole déclenche ce phénomène très gênant. Le visage et la poitrine s'enflamment, il est impossible de se contrôler. Pire, plus les regards sont insistants, plus on vous dit tu rougis et plus le phénomène augmente. Chez certaines personnes, le visage et les mains sont en sueur, le cœur s'accélère, la bouche devient sèche et les jambes tremblent. Voilà, cette phobie est donc très pénible pour les personnes qui en souffrent, comme José. Parfois, celles qui en souffrent ont la sensation de rougir alors que ça n'est pas le cas. Reste que pour José, son érythrophobie est pour elle un véritable handicap. Elle s'est confiée à Grégoire Keinec et Christian Gallet. Le regard des autres est terrible. Et là, c'est vrai, ça m'arrive de me poser la question de me dire, est-ce que je suis rouge ou est-ce que je ne suis pas? Je n'en sais rien. Là, je ne sais pas. Je suppose que oui. Je suppose que oui, mais je n'en sais rien. Évidemment, je n'ai pas de glace en face, donc je ne peux pas savoir. On a l'impression que c'est presque un sujet tabou. On ne dit pas. Quelqu'un en fauteuil roulant, on le voit en fauteuil roulant, on peut dire, tiens, t'as vu, il est en fauteuil roulant. On ne le dit pas. Alors que quelqu'un qui roule, on lui en fait la remarque. Pourquoi? Et c'est la même souffrance. Enfin, c'est pas la même souffrance, parce qu'évidemment, il vaut mieux rougir que d'être en fauteuil roulant, ça ne se compare pas. Mais c'est vrai que c'est une souffrance. Je me souviens comment j'ai pris conscience de ça. C'était, ah, elle ment, elle rougit. Ou le contraire, elle rougit, elle ment. Ce qui était faux, je ne mentais pas du tout. Mais ça a commencé comme ça, en fait, je crois. L'association, rougir, mentir. Mentir, rougir. Et je me suis dit, mais attends, non, je ne mens pas. Et c'était très difficile de s'opposer à ça parce que souvent c'était les parents, c'était le frère, c'était... Bon, voilà. C'est un handicap, je pense, surtout pour les ados. Et j'ai été ado. C'est terrible parce que c'est une véritable... Comment dire? On se moque. C'est comme ça que nous, on le ressent. J'en souffre moins maintenant parce que, malgré tout... je prends sur moi, j'assume, je me dis après tout, c'est pas si grave, mais il faut du temps pour ça, il faut beaucoup de temps. Alors, quelle est l'origine de cette érythrophobie? Elle est provoquée par le fonctionnement excessif de ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. Un peu d'explication. Un peu d'explication. D'abord, notre système nerveux est composé de plusieurs éléments. Il y a les nerfs moteurs qui me permettent de bouger ma main, les nerfs sensitifs qui vont véhiculer toutes les sensations, qu'elles soient agréables ou douloureuses. Et un troisième système qu'on appelle le système nerveux autonome. Alors ce système ne dépend pas de notre volonté et ça correspond à deux systèmes. Le système qu'on qualifie de sympathique, qui est plutôt stimulant, et le système parasympathique qui, lui, va freiner les activités. Et ces systèmes descendent le long de la colonne vertébrale. Regardez ici sur ce schéma, tout ce qui est en jaune là, eh bien c'est ce système nerveux autonome. Vous le voyez de chaque côté de la colonne vertébrale avec des petits ganglions qui n'ont rien à voir avec les ganglions qu'on a dans le système lymphatique quand on est infecté. Il faut savoir que ces systèmes vont réguler toutes nos viscères. Vous allez le voir ici sur ce schéma, ça régule toutes nos viscères comme l'activité du cœur, du transit intestinal, de la transpiration et de bien d'autres fonctions automatiques dont nous n'avons pas conscience. Effectivement, on ne peut pas commander volontairement ses nerfs. Dans l'érythrophobie, le système sympathique s'emballe, il va dilater les vaisseaux du visage, d'où la rougeur. De la même manière, le système sympathique peut augmenter l'activité des glandes sudorales, c'est pour ça que la personne très souvent transpire, accélère le rythme cardiaque et entraîne un tremblement des jambes. C'est une hyperactivité impossible à contrôler et qui survient n'importe quand, mais avant cette solution ultime et mécanique, il y a d'autres possibilités pour lutter contre cette forme de timidité extrême. Alors il y a avant tout un traitement qui peut aider à se débarrasser de cette phobie, qui permet de réapprendre un comportement adapté à la vie sociale. Ces thérapies comportementales se font seules ou en groupe. Là, on va traiter le mal par le mal grâce à des mises en situation. Grégoire Keinec et Christian Gallet ont assisté à une séance de thérapie de groupe. Les participants sont en général de très grands timides. Ils ont eu du mal à accepter la présence d'une caméra. Leurs visages ont donc été masqués. Soigner le mal par le mal. Autour du docteur Antoine Pellissolo, voici des patients qui souffrent tous de phobies sociales comme l'érythrophobie, cette peur de rougir. Pour essayer de mieux comprendre ces angoisses, le psychiatre n'hésite pas à les provoquer. Le matin, seul, face à une caméra, chaque patient a fait le point sur son état de stress.
L'entretien est ensuite projeté l'après-midi à toute l'assistance. Le malaise est palpable. Mais le docteur Antoine Pellissolo ne s'arrête pas là. Il demande par exemple à cette jeune femme qui rougit pour un rien de défiler devant tout le monde. Silence, gêne. Le regard des autres devient pesant. Est-ce que vous pouvez regarder un petit peu les gens autour qui sont présents? C'est possible, c'est pas possible en même temps. Mais... La situation qui fait peur, c'est de rougir. Donc en fin de compte, quel que soit le point de départ, ça peut être en public, ça peut être en mangeant, ça peut être en parlant à une seule personne, on déclenche individuellement les symptômes qui gênent pour que les personnes s'y habituent. En tout cas, que leur organisme s'habitue à gérer autrement qu'en voulant à tout prix annuler les choses, les supprimer. On leur apprend à supporter, on pourrait même dire à accepter de rougir, à tolérer de rougir pour que, in fine, peut-être ils ne rougissent plus, mais c'est pas l'objectif, hein, c'est de gérer autrement son stress. C'est de toute façon incontrôlable. Donc on disait ce matin. Incontrôlable mais gérable. Antoine Pellissolo apprend donc à ses patients à vivre avec ses rougissements, mais aussi avec l'image qu'ils véhiculent. Le sentiment qu'ils ont principalement, c'est un sentiment sûrement de peur, mais aussi de honte, hein, qui est vraiment le plus pénible le plus souvent, parce qu'il y a des valeurs sociales et symboliques qu'on a tous, hein, effectivement, dans notre culture. C'est souvent associé à la culpabilité. Ça cache quelque chose, entre guillemets, quelque chose qu'il ne veut pas dire, il en a honte. Il y a des aspects probablement très affectifs, peut-être même sexuels, puisque ça peut être un des signes un petit peu d'une forme de plaisir ou d'excitation éventuellement qu'on veut masquer. Et puis tout simplement, c'est un signe d'émotivité. Et il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas, parce que c'est dans leur façon de fonctionner, de montrer des émotions, notamment négatives, mais même de dire qu'ils sont contents, qu'ils sont bien. Ils ont beaucoup de mal à l'exprimer. Mais parfois, la situation devient insupportable et certains patients se tournent même vers la chirurgie. En France, une clinique pratique une intervention, une sympathectomie thoracique. Voici à l'image le nerf sympathique situé au niveau du thorax. Le chirurgien va interrompre à l'aide d'un clip le passage par cette zone de l'influx nerveux responsable des rougissements. La technique est encore confidentielle mais donnerait de bons résultats. Ce geste stoppe dans un premier temps ou atténue le rougissement au niveau du visage. C'est essentiellement ce que l'on recherche, c'est-à-dire qu'on ne recherche pas un effet psychologique, on recherche un effet physique, puisque ces patients ont formé leur personnalité autour de ce rougissement, et ce sont des gens qui sont en général très invalidés, c'est-à-dire qu'on ne vient pas à l'intervention pour une petite gêne. En 2005, une centaine de patients ont ainsi bénéficié de cette opération. Mais souvent, une prise en charge psychologique reste nécessaire pour atténuer ces rougissements, synonymes d'un profond mal-être. Alors, il faut savoir quand même que cette intervention n'est pas sans risque parce que la section du nerf sympathique que je vous ai montré peut avoir des effets gênants, la chute des paupières si la commande des muscles releveurs est atteinte ou le ralentissement du rythme cardiaque. La complication la plus handicapante est l'hypersudation. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez contacter le site www.eurotophobia.new. .fr et pardon, j'ai mis viscère au féminin tout à l'heure, je me suis fait remonter les bretelles par Marina, c'est bien sûr un viscère.